Et comment sommes-nous censés interpréter cela? Comme une simple menace vide de sens de la part de la Fédération de Russie, ou comme un plan déjà absolument formé, établi et possiblement signé par le haut commandement militaire de ce pays? Une carte mystérieuse mais aussi révélatrice. Elle est apparue juste derrière le chef d'état-major, Valéry Gerasimov de la Fédération de Russie, alors qu'il donnait une conférence de presse. Avec le détail que Gerasimov est une personne absolument fermée, même au sein de l'état-major, il y a très peu de personnes qui connaissent des détails sur sa vie, même professionnelle, donc ces conférences de presse sont plutôt rares. Et maintenant, soudainement, il a décidé de commenter la dernière campagne de la direction artistique printemps-été. Parce que, officiellement, depuis le 1er septembre, nous sommes entrés dans la campagne automne-hiver. Et avant de continuer, une vidéo absolument essentielle que j'ai partagée sur ma chaîne Telegram, je vous rappelle Liu Sibaya ou Elle Liu Sibaya, tout attaché, comme sur le reste de mes réseaux sociaux, et vous allez très bien comprendre pourquoi elle est ici. Surtout, lorsque nous arriverons à la fin de ce rapport et que nous verrons les données sur combien de soldats la Russie recrute, combien de territoires elle contrôle aujourd'hui et quelle est la situation en Ukraine. Et la situation en Ukraine? Dans cette vidéo que vous pouvez voir sur mon Telegram, on voit parfaitement un soldat des forces armées ukrainiennes qui, désarmé à moitié nu, jusqu'à la taille, torse nu, il marche avec un drapeau blanc pour se rendre à l'armée de la Fédération de Russie. Et un drone russe l'accompagne afin qu'il puisse effectivement traverser ces champs de mines et se rendre en toute sécurité. Cependant, un autre drone arrive, cette fois ukrainien, et il finit par l'achever et l'éliminer du champ de bataille. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Que les soldats ukrainiens sachent à tout moment, quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas tourner le dos à leurs propres hommes qui sont venus essentiellement pour donner, offrir leur vie, pour la perdre tout simplement. Vous le verrez immédiatement. Pourquoi je dis cela? Pour que le régime de Kiev continue d'occuper son siège. Cela dit, nous poursuivons l'analyse. Pendant qu'il faisait les déclarations en question, il se trouve que juste derrière lui est apparu, il était tranquillement accroché. Une carte qui, surtout dans l'espace médiatique de la Fédération de Russie, a provoqué un véritable choc. Pratiquement du jour au lendemain, parce que d'après ce qui se dit, surtout en Russie. Mais est-ce que cela dépasse déjà les frontières de ce pays? Sur la carte en question, les régions d'Odessa et de Nikolaïev apparaissaient comme faisant partie du territoire de la Fédération de Russie. C'est-à-dire que si on l'interprète à la lettre, il se pourrait que l'avenir de l'opération militaire spéciale consiste à isoler complètement l'Ukraine et à l'isoler de plusieurs façons. D'une part, sans aucune possibilité d'adhésion à l'OTAN, bien sûr, cela a déjà été confirmé par Donald Trump. L'Ukraine ne peut même pas en rêver et d'autre part, la priver d'accès à la mer. C'est-à-dire, soudainement, un pays qui avait 2 mers, rien de moins. Maintenant, elle ne garde que la mer Noire. Mais il se pourrait que si la Russie finissait par libérer à l'intérieur de ses frontières le territoire d'Odessa et de Nikolaïev, l'Ukraine se retrouve sans accès à la mer Noire. Et enfin, l'Ukraine pourrait vous dire qu'elle se retrouverait sans l'Union européenne, mais serait-elle vraiment isolée? Cela pourrait être le cas même avec l'Union européenne, mais en tenant compte de la place qu'occupe aujourd'hui l'Union européenne au niveau international. C'est comme se retrouver avec le néant absolu. Parce qu'alors que nous discutons actuellement de questions d'une importance et d'une ampleur considérable au sein de l'Union européenne, eux, ils en sont là. Ursula von der Leyen, par exemple, récemment, il y a à peine quelques heures, a dû faire un atterrissage d'urgence en Bulgarie parce que son avion a été victime. Quelles interférences de la Fédération de Russie? Allez, les médias qui prennent vraiment cette information et la présentent comme si elle avait ne serait-ce qu'un minimum de sérieux. Je pense qu'ils devraient commencer à utiliser dans leur logo un chapeau en aluminium de la taille d'une année.
Franchement, c'est tout ce qui leur reste. Cependant, le plus important maintenant, c'est d'élucider, et il y a plusieurs détails à commenter ici, d'élucider. S'il s'agit d'une sorte de bluff ou d'une simple menace de la part de la Russie, ou si vraiment cela fait partie d'un plan qui a déjà été approuvé au plus haut niveau. Ici, plusieurs questions doivent être prises en compte. Tout d'abord, la Russie est un pays avec très peu de villes, c'est-à-dire contrairement à ce que nous voyons habituellement en Occident. Ni le président russe, ni les ministres, ni pratiquement personne ne fait de déclarations tapageuses. Et c'est plutôt un pays qui se caractérise par agir d'abord et commenter ensuite. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, deuxième détail, est une organisation extrêmement fermée. C'est encore plus le cas, comme nous l'avons déjà mentionné, pour le chef d'état-major russe. Et même lors des avancées les plus importantes, le ministère de la Défense russe ne les commente pas. Sur le moment, il attend toujours et agit avec beaucoup de prudence. Et troisième détail, cela s'intégrerait parfaitement dans le message qui a récemment été envoyé depuis le sommet diplomatique de la Fédération de Russie. Nous parlons maintenant du sommet militaire et aussi du sommet diplomatique. Lorsque ces négociations entre les délégations russes et ukrainiennes ont récemment eu lieu en Turquie, un message extrêmement important a déjà été envoyé. Et alors, monsieur Medinsky, du côté russe, le négociateur par excellence étant historien. De plus, il a lancé une pique très claire à l'Ukraine en disant « Nous avons été en guerre avec la Suède pendant 21 ans, voulez-vous vraiment être en guerre contre nous pendant 21 ans parce que nous sommes prêts ?» C'est le premier message, mais en plus, il y a eu un autre message auparavant lorsqu'un négociateur de cette même délégation lui a dit, ou peut-être que même Medinsky lui-même a dit à l'Ukraine « Si aujourd'hui vous ne voulez pas signer la paix avec ces 4 régions que la Russie réclame et a déjà incluses dans sa constitution, je vous le rappelle, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporojie, pourraient finalement devenir 6 régions. Et donc, nous pensons tous à Dnipropetrovsk et Soumy comme des possibilités évidentes, car c'est là que la Russie a déjà commencé, en fait, certaines opérations offensives. Cela pourrait aussi être la région de Kharkov, par exemple, mais cela pourrait aussi être les régions d'Odessa et de Nikolaïev, ce qui serait beaucoup plus difficile sur le plan militaire, mais bien plus bénéfique pour la Fédération de Russie. Et c'est là que nous arrivons à la question du possible ou de l'impossible, car tant que l'Ukraine, et nous en parlions justement hier lors du direct, quand nous avons fait cette sorte de récapitulatif de la campagne de printemps-été qui vient de se terminer, où, eh bien, le propre ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le propre GEMAT, justement avec cette carte derrière lui, a déclaré que la Russie, ces derniers mois, au cours de cette campagne, a pris le contrôle de pas moins de 3500 km² de territoire, 149 localités de différentes importances et tailles. J'ajoute d'autres données qui me semblent d'une importance capitale, surtout en ce moment, et ces données ont été mises à jour à l'époque. Dmitri Medvedev, en 2024, la Fédération de Russie a signé des contrats avec pas moins de 450 000 volontaires et à ceci, il faut ajouter environ 40 000 volontaires de plus. Ce qui se passe, c'est que les premiers ont signé des contrats de 3 ans et les seconds pour 6 mois. Cela en 2024, le 28 mai 2025, c'est-à-dire cette année. Voilà. Dmitri Medvedev parlait de 175 000 contrats signés pour 3 ans, plus 14 000 contrats signés pour 6 mois. C'est-à-dire que la Fédération de Russie, en ce moment même, n'a aucun manque de volontaires. De plus, elle renforce son armée de manière extrêmement large et déterminée. Au contraire, nous avons les images dont je vous parlais au début de ce rapport.
un soldat des forces armées ukrainiennes éliminé par ses propres camarades afin que les autres n'aient même pas la moindre pensée de fuir le front. Cela est dû bien sûr à la situation absolument critique où ces volontaires, bien sûr entre guillemets comme on dit en Ukraine, sont recrutés de force dans les rues. Et pas bien sûr, ils ne veulent pas se battre, ils veulent se rendre, mais ils n'ont pas cette option. Combien de temps l'Ukraine va-t-elle tenir avant que le front ne s'effondre? Et pourquoi? Elle n'a pas encore signé les conditions russes parce que tout l'indique. Et ici, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Est-ce simplement un bluff de la part de la Russie ou bien est-ce déjà un plan élaboré, très bien préparé? Pourquoi l'Ukraine ne signe-t-elle pas les conditions, cette fois-ci, de façon certaine? En parlant des régions d'Odessa et de Nikolaïev ou sans les mentionner, nous savons tous qu'aujourd'hui, elle peut signer une paix bien plus avantageuse que demain. Et bien sûr, avec le temps, et plus le temps passe, plus les conditions de paix pour l'Ukraine vont empirer.